Laissez-moi vous présenter Sans Alcool, le podcast sobre qui aborde le sujet sérieux de l'alcool, mais alors de façon totalement décomplexée. Rejoins-nous pour des discussions sincères et des histoires inspirantes. Nos invités vont nous partager en toute transparence leur parcours de vie, en passant par des anecdotes hilarantes, par des moments de doute, jusqu'à leur prise de conscience. Sans Alcool, c'est le rendez-vous où l'on prouve qu'une vie sobre est totalement possible et joyeuse. Êtes-vous prêts pour un partage sans filtre et sans alcool ? Bonne écoute. Sans alcool. Aujourd'hui, je reçois un guerrier. Il s'appelle Mathieu Tullier. Il a 22 ans, maintenant 23, depuis la semaine dernière. Donc encore joyeux anniversaire, Mathieu. Et Mathieu, il a décidé de faire l'une des courses les plus dures au monde, qui s'appelle l'Ironman. Pour vous dire, c'est 3,8 km de nage, 180 km de vélo. Et comme si c'était pas assez, il nous renchaîne 42 km de course. Et en plus, il a décidé de se filmer pendant l'entraînement, pendant ses doutes, ses joies, ses pleurs, pour en faire un documentaire exceptionnel qui s'appelle Nouveau Souffle. Et ce documentaire, il est de 52 minutes. Je me trompe pas, Mathieu ? Ah, c'est bien ça. Merci beaucoup, Vincent, pour cette petite présentation. Très heureux d'être là et de pouvoir partager ce moment avec toi, en tout cas. Eh ben, écoute, c'est vraiment partagé, on a beaucoup de chance. Et pour être précis, en fait, c'est l'Ironman de Vichy. Tu l'as fait quand alors, cet Ironman ? C'était en août 2023, le 20 août plus précisément. D'accord, donc c'est encore tout chaud, ça se trouve, t'as encore des crampes, c'est possible. Non, en vrai, j'ai eu le temps de digérer déjà depuis quand même. À quel moment, un matin, tu te réveilles, peut-être en gueule de bois ou non, hein, tu me diras, à quel moment on se dit, ok, je vais faire un Ironman ? Ah, c'est compliqué en vrai, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, principalement déjà le physique. C'est-à-dire qu'avant, je faisais du rugby et d'un coup, je me suis cassé la clavicule. J'ai eu une fracture ouverte. Du coup, après, j'avais un peu Aïe, aïe, peur aïe. en fait de retourner sur du rugby. Donc, je suis allé vers le triathlon. Je commençais par la course à pied, puis au fur et à mesure, la nage. C'est pas un sport de contact, donc ça me rassurait. Et de fil en aiguille, je suis allé vers l'Ironman. Après, il y a des causes qui sont un peu plus personnelles, c'est-à-dire que j'avais des choses à me prouver, j'avais envie de faire taire certaines critiques sur ma personnalité, mon physique. Donc, c'était une façon de les faire taire, mais aussi de me prouver à moi-même qu'ils avaient tort de dire ça sur moi. Et dernière chose, c'était surtout avoir quelque chose qui me force à arrêter pour vaincre mes addictions, donc alcool et tabac pour mon cas. J'étais jeune, j'étais un peu dans cette spirale et un cercle vicieux et je pouvais pas m'en sortir. Donc je me suis dit la seule façon d'y arriver en fait c'était de me lancer un défi qui me pousse à arrêter et qui me force à ne pas y retourner. Et c'est vrai que pour faire un Ironman, si on boit et on fume, on peut, hein, mais c'est assez compliqué. C'est pour ça, pour toutes ces raisons-là, que je me suis lancé à ce défi. Dans ta jeunesse, je dirais ta troisième, où tu as découvert l'alcool, est-ce que tu te rappelles un petit peu de cette première découverte ? Quelque chose qui te résonne en toi un petit peu ? J'ai toujours été un peu sportif, j'ai fait vraiment 10 ans de rugby, mais il y a un moment où quand je suis passé en école de commerce, et en fait les addictions sont intensifiées et du coup là j'ai complètement arrêté le sport. J'ai commencé en troisième, je me rappelle très bien, c'était les premières soirées étudiantes. J'avais un petit groupe d'amis avec qui on faisait du rugby et je me rappelle même plus comment c'est venu, mais on s'est dit... allez, si on faisait une soirée et qu'on ramène de l'alcool, on voulait faire les malins, on voulait, je sais pas, se prouver des choses à nous-mêmes. Faire un peu comme les autres, faire un peu comme nos parents qui boivent de l'alcool. Donc on s'est dit qu'on allait le faire, on a organisé une soirée qui était chez moi. Ça a viré au drame puisque j'ai un de mes amis qui a fait un coma éthylique. Et pourtant, un peu comme ton histoire, c'est pas ça qui nous a freinés, on a continué. C'est fou que tu me racontes que ta première connaissance à l'alcool, elle est à domicile, elle vire pour le coup au drame, quand même, parce que si t'as un de tes amis qui fait un coma éthylique, comment vous avez vécu ce moment-là alors ? Prise de panique, ou est-ce que vous vous êtes dit, ça fait partie du jeu et on allait trop loin ? Au départ, c'était bizarre parce que mon ami était en train de faire son coma et nous, on s'en rendait pas compte, parce qu'on connaissait pas en fait. Donc, je savais pas trop ce qui se passait et j'ai eu de la chance parce que j'avais un cousin qui habitait chez moi à ce moment-là et ils étaient en haut. C'était un peu la condition pour faire une soirée. Ils étaient en haut pour surveiller. Et à un moment, je me suis dit, bon, je vais l'appeler, là, c'est quand même pas normal. Il est descendu et il a dû le faire vomir. Il a appelé les pompiers tout de suite parce que lui, il avait cette expérience. Donc nous, en fait, on était un peu désemparés, on pouvait rien maîtriser, mais heureusement que mon cousin était là. Et ensuite, évidemment, on s'est fait réprimander par nos parents sévèrement, tous, ça c'est sûr. Malgré ça, on a continué, en fait, on était influencés par l'effet de groupe, l'effet de société, qui fait que l'alcool, en fait, avait bonne réputation.
Donc on a continué malgré ça. Entre guillemets, on a appris de nos erreurs et on a mieux géré les choses. Mais on a quand même continué à boire de l'alcool. D'accord. Et alors ça, c'est tous les week-ends en fait. C'est les week-ends où vous vous retrouvez, ou comme tu le dis super bien, il y a aussi l'effet de groupe qui fait que bah, l'un entraîne l'autre, et puis comme tout le monde le fait, bah, à un moment tu te poses plus vraiment de questions. Est-ce que toi aussi tu as fait l'association du fait que bah, pour se marrer, pour s'amuser, et puis en plus c'est une période où bah, tu sais pas vraiment qui t'es, donc tu as envie d'expérimenter des choses. Ta première expérience, elle est un peu hardcore pour le coup, parce que bah, c'est l'extrême de l'extrême. On cherche ses limites. Est-ce que c'est à ce moment-là où tu dis, bon, bah, ça peut arriver, mais ça m'est pas arrivé, donc on enchaîne. Comme tu le dis très bien, on va faire attention après, mais pas de remise en question. Non, vraiment pas. C'est pas ça qui nous a freinés. En fait, on s'en rend pas compte, mais l'effet de groupe, l'influence des pairs est vraiment super, super forte. Et encore plus l'effet de société. Comme tu le dis très bien, bah, quand on est adolescent, on se cherche, on sait pas trop ce qu'on veut. Donc, on a du mal à prendre des décisions. On n'a pas eu ce côté prévention, que ce soit dans nos écoles ou par nos parents ou par nos amis, qui nous ont dit t'es sûr que ce que tu fais, c'est vraiment bien, tu vois? Je comprends. Ouais, ouais. Vu que tout le monde le faisait, on a fait pareil. Bah, comme les parents le font, comme les adultes le font, comme la société te renvoie une image cool, bah, tu dis bah en fait moi je suis en fait la suite logique de ce qu'on me propose quoi. Et donc ça continue pendant ta scolarité, tu fais la fête, ça impacte un petit peu sur ta scolarité ou pas du tout? Ouais, bien sûr. On se cherche, adolescent, on sait pas ce qu'on veut faire. On est étudiant, donc on doit faire des choix importants en plus. Donc en fait, l'alcool te rend constamment fatigué et ce qui fait que tu as du mal en fait à du coup te trouver toi-même et à prendre les bonnes décisions et à te mettre au travail et à te dire voilà, il faut que je taffe pour peut-être découvrir de nouvelles choses, de nouveaux secteurs et peut-être que je vais me tourner vers là. Bah non, en fait, on est omnibulé par l'alcool, par les soirées, on est tout le temps fatigué, donc on prend pas les bonnes décisions. Ce qui fait que moi, quand je suis arrivé en école de commerce, j'ai redoublé ma première année. D'accord. Je travaillais pas assez, j'étais complètement fatigué, j'étais irritable avec mes parents, avec mes amis. Ouais. Parce que toi, tu fais rien, tu fais rien comme tout le monde. Tu nous fais du rugby qui est quand même connoté vachement à troisième mi-temps, alcool. Tu nous envoies une école de commerce. Moi, j'ai mon frère qui est en école de commerce. Les fêtes étudiantes, c'est n'importe quoi. Tu as le BDE qui est spécialisé pour créer les soirées, qui est axé complètement sur l'alcool. Donc, en plus, tu enchaînes sur un parcours qui fait que bah, l'alcool est présent, mais l'alcool est super présent. Donc, cette première année, tu la retapes et tu te poses des questions. Alors, on pourrait se dire à ce moment-là, après un redoublement, c'est le déclic. Mais non, j'ai évidemment fait ma tête de cochon, mon enfant pourri gâté. J'ai continué parce que, bah, comme tu le dis très bien, j'avais personne en fait autour de moi qui a pu justement peut-être m'ouvrir les yeux. Et puis j'étais toujours accoutumé, donc j'avais pas envie d'arrêter. J'ai pas eu cette prise de conscience simplement, alors que ça aurait dû, hein. Après, tu sais, il faut faire ces expériences pour apprendre et pour comprendre, hein. C'est comme ça, on est tous pareils. Et c'est vrai que quand tu es en soirée, quand tu es alcoolisé, bah, peut-être qu'aussi il y a un peu un moment où tu dis, ah, mais en fait, ça fait partie de moi. Mais alors que pas du tout. L'alcool t'emmène dans des travers qui sont pas forcément les bons. Et à l'heure actuelle, je me rends compte que d'être sobre et naturel, bah, c'est trop cool et que les gens te kiffent pour ce qui tu es, tu vois. Mais on apprend à se connaître, on apprend à savoir qui on est. Et là, toi, tu es en école de co, c'est les soirées. C'est quoi, t'as des gueules de bois, comment tu consommes? Parler du B2, moi j'y étais par exemple dans ce B2. Après, faut pas généraliser aux écoles de commerce Ok. parce que c'est vraiment tout le système éducatif, hein, je dirais, que ce soit dans les universités, les écoles d'ingé, médecine, commerce. Franchement, c'est partout pareil. Par exemple, nous, sur le projet de documentaire, on a l'ESCA, notre école de commerce, qui nous soutient. Et donc, ils sont conscients de ce problème-là. Et justement, ils essaient d'agir contre ça. Et moi, quand j'étais au BDE, ben, je sortais peut-être 3, peut-être parfois 4 fois par semaine, où je buvais, je fumais. Donc, vraiment, bah, les conséquences physiques et mentales étaient, je dirais pas irréversibles, mais quasiment. Enfin, c'était vraiment grave. Je m'en suis rendu compte après. Il y avait aussi les gîtes, c'est-à-dire qu'on partait 2 jours et le but clairement c'était de boire le plus possible. Donc voilà un peu l'environnement dans lequel j'ai évolué pendant 1 ou 2 ans. Ça avait un rôle de promouvoir en fait le BDE. Et le BDE, c'est faire la fête et boire beaucoup et fumer et faire la teuf, quoi. Donc toi en plus, t'étais un peu comme si t'étais le marketing, tu vois, c'était la communication de ça.
Donc, tu as donné ton corps, entre guillemets, pour la science, tu vois, parce que bah, tu te donnais à fond. Et tu faisais bien ton rôle, tu jouais bien ton rôle au final, tu vois. Et mon frère aussi m'a parlé de ça, de ces mises au vert aussi qu'il me disait, où il partait dans des gîtes et ça partait en. Moi, j'ai vu des trucs, mais n'importe quoi, finir à poil sur un billard, à faire. En plus, c'est pas, tu vois, des trucs un peu complètement lunaires parce que, bah, il y a l'effet aussi de groupe qui est là, il y a l'effet aussi de la surenchère. T'es au BDE, t'es un peu le mec cool. Donc les 15 étudiants, justement un peu privilégiés qui peuvent organiser toutes les soirées. Donc ouais, entre guillemets, tu te sens un peu valorisé. Et encore plus quand t'es jeune et que t'as pas forcément tout le temps confiance en toi. Donc bah, tu te dis que c'est super sympa, comme tu le dis, et que tu vas continuer. Bah, tout cet environnement-là joue pas forcément en défaveur de l'alcool, quoi. Tu continues. Ah bah là, là tu rentres dans un engrenage qui fait que bah en fait c'est cool, t'es cool, les gens te trouvent cool, tu te construis aussi hein. Je dirais peut-être pas un personnage, moi j'ai joué un personnage à un moment, je te cache pas que d'être en soirée, d'être toujours sur le devant de la scène pour en montrer, pour prouver, pour avoir des histoires que mes potes puissent en plus je puisse leur raconter, qu'ils se disent ah putain il a encore vécu ça c'est trop cool et tout. Donc je pense qu'à un moment ouais, tu te perds dans ça. Et alors là, à ce moment-là, t'es en école de co. Et qu'est-ce qui va faire que tu vas te dire, je me fous à fond dans le sport. Ok, je me donne un objectif. Ça va être, est-ce que peut-être pas, hein, peut-être que t'es pas parti direct sur l'Ironman. Hein, peut-être que tu t'es dit, je vais te reprendre le rugby. Je sais pas. Enfin, qu'est-ce qui a motivé ton cerveau alors que t'es dans un truc où t'es dans un tsunami d'alcool, de clopes et de fêtes. Ce tsunami d'alcool et de fête, il a duré déjà pendant 3 ans, à part parce que vu que j'ai redoublé, j'ai fait 3 ans au début de mon école de commerce. Et en fait, en troisième année d'école, on doit partir à l'étranger pour pouvoir étudier. Donc moi, je suis parti en Caroline du Nord aux États-Unis. Et c'est un peu ça qui m'a sauvé parce que j'ai trouvé là-bas en fait une équipe de rugby. J'avais envie de me remettre au rugby, voilà, rencontrer des gens. Donc je suis rentré dans cette équipe. Et en fait, j'ai trouvé une vraie famille là-bas. On a fait les championnats du sud des États-Unis. On a été champion en plus. Bravo. Donc c'était super. C'était un peu un retour au sport. J'ai trouvé des amis. Bon, il y avait encore cette troisième mi-temps, mais bon, c'était une fois par semaine. Par rapport à avant, déjà la consommation diminuait. Je m'étais remis au sport. Donc je commençais à ressentir les effets positifs. Tout simplement, ça m'a fait grandir et changer. Donc c'était un peu déjà le début de la prise de conscience. Et puis bah, aux États-Unis, pendant le championnat national, du coup, à cette fois-ci, je suis fracturé la clavicule, fracture ouverte. Aïe. Et je suis rentré en France directement. Et on ne peut pas dire que j'avais fait une croix sur les addictions encore à ce moment-là, mais j'avais diminué, j'avais eu cette prise de conscience. Je m'étais promis surtout, en fait, de ne plus jamais arrêter le sport. Donc, à cause de ma clavicule, j'ai pas pu reprendre le rugby et je me suis tourné vers le triathlon. Et ça, c'était vraiment important pour moi de continuer. Pourquoi le triathlon? Parce que j'ai des potes qui avaient fait un triathlon de Poitiers, je crois. Ok. Et j'avais trouvé ça sympa, franchement, de faire une compétition entre amis. Et donc, bah, j'ai voulu faire pareil. Je me suis inscrit au triathlon M de Paris, la même distance. J'avais évidemment pour but de battre leur temps, parce que j'aime bien la compète. Mais ouais, du coup, c'est ce qui m'a un peu déjà, en fait, permis de rester éloigné des addictions, même si toujours un peu, mais de pas aller dans l'abus comme je pouvais être en école de commerce. Tu vois, je me dis, ça t'a permis de pouvoir, un peu un petit déformatage ou comme un peu une nouvelle page que tu peux écrire, parce que c'est des nouvelles personnes que tu rencontres. Il y a une consommation qui est différente, il y a un enjeu, c'est trop cool en plus, parce que bah, comme tu es dans la compète, bah, tu vas au fond et au bout de ton engagement et de ton projet, tu gagnes. Donc ton cerveau, il se dit, waouh, je picole moins, je me fais des potes qui sont cool. Je dis pas que tes anciens potes sont pas cool. Mais tu vois, il y a un truc qui fait que bah, on se tire, entre guillemets, vers le haut, vers quelque chose qui est positif, tu vois, qui est bien pour la tête, qui est bien pour le corps. Tu t'es mis en danger, tu allé chercher cette compétition que tu as gagnée. Et je pense que ça a fait peut-être un début de travail dans ton cerveau. Tu n'as pas arrêté du jour au lendemain, pas là-dessus en tout cas. Mais déjà, ton cerveau, je pense qu'il s'est un peu déformaté. Il s'est dit, OK, le plaisir, il peut être comme ça. On n'est pas obligé de se déglinguer le cerveau. On est au bout du projet. T'as gagné, t'as pas gagné, on s'en fout. Mais au moins, je pense que ça t'a comme un renouveau, quoi. Une nouvelle page. Ouais, clairement, je dirais pas encore que c'est le début du renouveau, mais c'est ce qui m'a fait me poser des questions et vraiment rester au sport. Et j'ai compris vraiment complètement tout ça un peu plus tard.
D'accord. Quand j'ai complètement arrêté et que je me suis mis dans ma prépa Ironman. Et bah alors là, on en vient. T'as battu déjà le score de tes potes ou pas? Non, justement. Là, il y a l'orgueil qui va jouer là. Non, parce qu'en fait, dès le début, je me suis entraîné vraiment d'une façon très débile. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'entraîner peut-être 6 heures par semaine d'un coup, fort, sans varier les intensités. Donc je sortais, c'était toujours pour battre mon record. C'est tout ce qu'il faut pas faire parce qu'en faisant ça, en fait, on progresse pas. En sport, pour devenir bon, faut être progressif, laisser son corps s'habituer et varier les intensités, faire des fractionnés, des sorties longues à basse intensité. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte et moi, je le savais pas. Du coup, bah, je m'entraînais n'importe comment. En plus, j'avais de temps en temps des petites dérives addictives, ce qui fait que bah, mentalement, j'étais au fond du trou. Et en plus, bah, ça m'a pas permis de m'améliorer parce que j'ai pas pu battre mes potes. Donc j'ai fait 3h05, je crois, mon premier triathlon M. Et mon pote Ambroise, il s'appelle, et il a fait 3 heures. Ah, c'est pas joué à beaucoup. Franchement, si je l'avais battu, j'aurais pas fait d'Ironman. Eh bah, tant mieux. Tu vois, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Ouais. Non, et du coup, après, bah, je me suis juré en fait d'aller le battre, quoi qu'il, parce que je suis un compétiteur quand même depuis tout petit. Et je me suis lancé ce défi de faire l'Ironman en septembre, donc quelques mois après, où je me suis promis que j'allais le terminer. Et alors, tu vois, si je reviens dessus, tu me dis, je me suis remis un peu dans des dérives un petit peu addictives. C'est qu'en fait, clairement, c'était quoi? Non, bah, école de commerce, je sortais 3 à 4 fois par semaine, et quand je suis revenu des États-Unis, je faisais du sport, mais je sortais une fois par semaine. Donc ça, ma consommation a diminué, mais j'étais toujours un peu là, quoi. J'étais pas devenu abstain. J'adore ce mot. C'est dans une démarche où tu apprends des choses, tu es motivé parce que tu as un objectif. Et en apprenant, bah, justement, tu apprends qu'il y a des choses qui sont bonnes ou moins bonnes. Mais tu apprends. Et ça, je trouve ça génial parce que tu évolues vachement. Et tu te rends compte aussi de ta consommation à côté. Donc là, tu es dans une ouverture. Bah, tu es tellement motivé que tu vas aller trop vite. Mais c'est comme ça, on avance. Et c'est pour ça aussi que nos projets ont du sens, je me dis, parce que ça permet de montrer bah voilà, une vie différente, une vie où bah, on prend du temps pour soi et on apprend les choses. Faut jamais regretter. Je sais pas ce que tu en penses, mais le passé fait ce qu'on est. Tu as eu un truc très très juste et j'adore de dire tant mieux, mais alors tant mieux que je l'ai pas battu de 5 minutes parce que sinon j'aurais pas fait ce que j'ai fait maintenant. Tu dis je vais trop vite en besogne et là, gros défi, Ironman. Un peu énervé de pas avoir battu mon pote, je me suis dit, bah, autant passer à l'étape bien supérieure, parce que d'un autre côté, bah, j'avais ces addictions qui m'embêtaient, clairement, j'avais envie d'arrêter, mais j'y arrivais pas. Une façon de résoudre plein de choses, de résoudre des problèmes avec moi-même, de résoudre mes addictions et de battre mon pote aussi. Donc, il y a eu tout ça. Comme je te dis, vraiment, l'Ironman n'est pas venu comme ça. Non, vraiment, il y a eu beaucoup de choses qui se sont rentrées en compte. Il y a à la fois un projet qui fait que c'est personnel, tu as quelque chose à te prouver, d'aller chercher tes forces à l'intérieur de toi. Tu es un compétiteur, tu as ça dans l'âme, tu as ça dans le sang, et ça c'est très cool. Et aussi, il y a ce regard des autres. Donc là, toi, tu arrives sur le fait de l'Ironman, tu blagues pas, c'est le plus haut, c'est la Lune, là, c'est Thomas Pasquet. Mathieu Tullier, il se dit quoi? Ironman, on y va, on se lance. Et là, quelle est la façon de faire pour se lancer dans ce projet? Je me suis lancé toujours dans la même optique que la dernière fois, c'est que j'allais y arriver tout seul, sans aide et à ma façon, ce qui était une grosse erreur. C'est-à-dire que j'ai recommencé à m'entraîner encore plus, toujours aussi fort. Il faut savoir aussi que le sport mal pratiqué, aussi une façon de se sentir mal, hein. Ça peut devenir aussi une addiction, la bigorexie. Cette fois-ci, le sport était devenu un problème, mais j'ai réussi à sortir de mes addictions. J'ai fait ça peut-être 3 4 mois, ce qui était vraiment lunaire. Aujourd'hui, je sais même pas encore comment, je sais pas comment j'ai fait encore. Parce que 3 4 mois à s'entraîner 7 jours sur 7 à fond sur des énormes distances, je sais pas. Franchement, j'avais les mêmes effets qu'avec l'alcool, c'est-à-dire que j'étais constamment irrité, fatigué. Et une fois, à un moment, bah, je me suis dit, bon là, je peux pas continuer. Donc j'ai demandé de l'aide, j'ai pris un coach, je suis allé dans un club. Et c'est à ce moment-là que bah, j'ai réussi à trouver un semblant d'équilibre, parce qu'on peut pas être équilibré vraiment avec un Ironman. Enfin si, c'est possible, mais franchement, c'est compliqué à 22 ans. Un faux départ, et ensuite je me suis relancé avec, cette fois-ci dans les bonnes conditions, avec un nutritionniste, un coach, un club. Tu t'es donné toutes les chances pour réussir. Tu avais peut-être un petit coup d'orgueil en se disant je vais le faire tout seul et c'est ma croix, il n'y a pas moyen et j'ai besoin de personne. Tu étais tellement motivé que bah, tu as boosté à mort ton corps. Sauf que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est pas un sprint, c'est une course de fond.
faut être fort en fait. C'est con, hein, mais faut être fort mentalement pour demander de l'aide en fait. Et là, l'union fait la force. Là, tu pars dans un projet qui est dingue, en plus qui est complètement fou. Moi, je suis tellement impressionné. Et c'est même pas ton âge. Je pense que tu vois, moi, plus jeune, moins jeune, ou quoi que ce soit, je trouve que déjà c'est un projet qui est fabuleux. Et en plus, ce que je trouve dingue, c'est que tu as cette pression-là de cette réussite. Tu as un compétiteur, donc il faut que tu ailles au bout. Ça, on n'en parlera pas. On laissera la surprise. Mais en plus, on te filme. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a un caméra, deux caméramans qui sont derrière toi pendant tes entraînements, pendant tes périodes de doute, pendant tes joies. Donc en plus de ça, tu as ce regard de quelqu'un ou de plusieurs personnes à l'extérieur. Comment tu joues avec cette pression-là? Est-ce que c'est un leitmotiv? Est-ce que c'est un truc qui dit, de toute façon, il y a le caméraman, donc j'ai pas le choix, faut que j'y aille? Ou est-ce que tu dis, bon, là, on a mis tout en place pour que ça réussisse, j'ai réfléchi sur mes addictions, j'ai réfléchi sur ce que je veux, j'ai pas envie de me cramer trop vite. Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné? Au début, une fois que j'ai été bien entouré, et tu le disais très bien, vraiment être entouré, c'est essentiel. Il faut parfois mettre son orgueil de côté. Dans n'importe quelle chose, en vrai, que ce soit business, addiction, tout, faut être entouré, enfin, confronter les avis des autres. Donc, une fois que j'ai fait ça, en fait, j'ai pu rendre compte enfin des bienfaits du sport et d'être sans les addictions, parce que je me sentais enfin bien, en fait, dans ma tête, dans mon corps. Donc, à ce moment-là, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, je peux pas le garder pour moi. Il y a trop de gens qui sont dans la situation dans laquelle j'étais. Je suis obligé de le transmettre. Donc, j'ai appelé des potes. Je me suis dit, ok les gars, il faut que vous me suiviez, il faut qu'on fasse ce documentaire. Donc, on a commencé à écrire les fondations du documentaire, à écrire le scénario. Et de fil en aiguille, en fait, on a contacté une association parce qu'on voulait pas se permettre en fait de parler d'addiction alors qu'on est seulement des jeunes. On voulait juste témoigner notre histoire et permettre à des professionnels justement de donner leur analyse. Donc c'est ce qui s'est passé. L'équipe de technique qui nous a suivis, elle a commencé à nous suivre seulement à partir de l'Ironman, donc en août. Parce qu'en fait, on a eu l'idée en février et le temps de tout ça, de mettre en place, de créer, de contacter, de lever des fonds, en fait, ça a mis énormément de temps. Du coup, en fait, on a commencé à tourner en août. On a eu juste quelques petits tournages, genre 1 ou 2 semaines avant pour avoir mes ressentis avant l'Ironman. Mais on m'a pas vraiment suivi tout au long de mon entraînement. Donc vraiment, pendant toute ma préparation, j'étais un peu livré à moi-même. J'avais pas de caméraman, j'étais tout seul. Donc c'est vrai que ça a été vraiment difficile parce que un Ironman, ça peut monter parfois entre 15 et 20 heures d'entraînement par semaine. Donc ouais, mentalement, c'est dur aussi. J'avais justement cet encadrement qui m'a permis vraiment d'aller jusqu'au bout. Même si je me souviens qu'un mois avant l'Ironman, j'en pouvais plus, quoi. Mentalement, j'avais lâché, même si je continuais à faire les entraînements. Mentalement, j'en pouvais plus, j'étais plus moi-même. J'en parlerai dans le documentaire, mais j'ai pas pu vivre la course comme j'aurais voulu vraiment la vivre, quoi. Évidemment, il faut faire gaffe à sa nutrition quand on fait autant de sport, mais il y a un peu cette idée reçue que faire attention, c'est manger moins. Non, plus on fait de sport, en fait, plus il faut manger. Il faut voir notre corps un peu comme une voiture. Si on veut faire Paris-Marseille, il nous faut de l'essence, et cette essence-là, c'est notre nutrition. Donc en fait, je mangeais 15 fois plus. C'est-à-dire que je mettais 1 heure à manger pour bien mâcher, et parce que j'avais énormément de calories à ingurgiter, ça pouvait aller jusqu'aux 3500 calories jour. Par contre, évidemment, il faut que ça soit des éléments sains, quoi. Je m'empiffrerais pas d'hamburger et quoi. Non, c'était c'était une bonne répartition de mes macronutriments. Je vais pas rentrer dans le détail, mais beaucoup de riz, essentiellement, donc on appelle ça des glucides, des protéines, 20% de mon alimentation, et des lipides. Donc de l'huile d'olive et tout et tout. Mais c'est pas une alimentation, on va dire fast-food, quoi. C'est vraiment des éléments sains, variés et en quantité surtout. On se disait en off, tu peux pas faire un Ironman quand tu picoles et quand tu fumes. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ça demande tellement d'entraînement. Puis voilà, il y a cet aspect dans le sport où en fait, si on veut performer, il faut aussi récupérer. Et boire de l'alcool, ça permet pas de récupérer parce que c'est vraiment néfaste. Et du coup, on se couche tard, du coup, on dort moins bien. Oui, le sommeil est pas récupérateur. C'est ça. Toi, tu le ressens un petit peu, la mouvance du sans-alcool? Ça commence à changer. Moi, j'essaye surtout dans mon entourage de faire en fait, alors les pousser à faire les mois sans alcool, même si je pense qu'il faut plus pour s'en rendre compte. Oui. J'essaie quand même d'un peu éveiller les consciences. J'ai des potes qui le font, qui se disent ah ouais, quand même, c'est vrai. Puis je vois qu'il y a
plus en plus de monde qui commence à aborder le sujet. Donc, Pop Sinclair t'en parlait la dernière fois. J'ai vu, il y a Maxime, je sais plus comment il s'appelle, Maxime Muscat. Muscat, ouais. Le regard que tes potes ont maintenant sur toi, de la personne que tu es maintenant, c'est comment c'est? Bon, Est-ce qu'il y a de l'incompréhension? Est-ce qu'il y a de la fierté? Est-ce que c'est de l'incompréhension qui se remélange avec de la fierté? pendant l'Ironman et pendant ma prépa Ironman, mes potes, il y a eu beaucoup d'incompréhension parce que, en fait, vu que j'étais tout le temps aigri, tout le temps en fait, Ouais, au bout de mes limites, bah, en fait, ils n'ont pas compris déjà de un. De 2, ils étaient dans leurs addictions, donc ils ne comprenaient pas mon point de vue. Et de 3, moi, j'étais pas là pour leur expliquer. Et j'étais toujours dans le conflit, en fait, donc ça marchait pas. Et aujourd'hui, petit à petit, mes potes, en fait, commencent à comprendre. Ils sont super fiers de moi, j'en doute pas. Ils ont un peu du mal à exprimer leurs sentiments, mais j'en ai quelques-uns qui me l'ont dit et franchement, c'est ce qui fait super plaisir. trop bien. C'est ce qui est hyper motivant. Ouais, bah moi, ce que je dis depuis le début, ce documentaire, je l'ai fait pour l'association, mais aussi pour mes potes. À chaque fois que je fais un truc, je me dis, est-ce que ça va plaire à mes potes? Parce que si ça plaît à mes potes, ça peut plaire à beaucoup de monde. Mais si t'es vrai, normalement, ça fait Ouais, kiffer parce que c'est là que t'excelles, quoi. c'est ça, tous les projets business qui sont faits juste pour faire de l'argent, bah souvent ça marche pas parce que ça vient pas du cœur. Exactement. Alors ça, c'est une phrase qui résonne dans ma tête, c'est clair. Quand tu parles d'un sujet, de l'arrêt de l'alcool et de la cigarette, surtout de l'alcool, qui est pas forcément évident, qui est hyper tabou, hein, je trouve, en France. Là, on est en prémisse de quelque chose, j'ai l'impression d'un réveil, et c'est tant mieux, et c'est grâce à toi et grâce à des documentaires comme ça que bon, on fait évoluer les consciences, et bravo. Je trouve ça magnifique et génial. J'ai le double de tournage et je trouve ça hyper culotté, et hyper courageux, parce que c'est pas facile, et tu me dis je suis allé taper à des portes, j'ai pas eu forcément les retours que j'attendais, quoi. Est-ce que tu penses que le sujet de l'alcool, en fait, c'est quoi? Ça fait peur? C'est pas encore reconnu? Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, d'aller voir les gens et les retours que tu as eu sur l'alcool? Au départ, pour pouvoir financer ce docu, on allait voir pas mal d'entreprises, hein, des sponsors, parce qu'on avait besoin de cet argent-là et vraiment, bah, on a eu quelques retours, mais enfin, dans tous les cas, tout était négatif, quoi. Personne voulait nous suivre, parce qu'on était des jeunes, que voilà, on avait un projet qui parlait d'alcool, donc forcément, ça fait pas rêver une marque. On n'est pas des pros, quoi, donc je peux comprendre, même si, bon, voilà, au final, on a eu de la chance, hein. On a eu cette association qui nous a vraiment aidés de A à Z. On a été financé par le Fonds de lutte contre les drogues et les addictions. En fait, c'est une branche du ministère de la Santé, si je ne me trompe pas. Et c'est par eux, en fait, qu'on a eu ce contact-là. Et c'est comme ça qu'on a réussi à financer. Puis il y a notre école de commerce aussi, qui nous a aidés. Ça a été un peu dur au début de les convaincre parce qu'ils ne voulaient pas justement que on mette à mal l'image de l'école de commerce, ce que je comprends. Mais c'est ce qu'on leur a bien dit. En fait, on parle d'alcool dans toutes les enfin, dans le monde étudiant en général, pas dans celle-là en particulier. Donc au final, un grand merci à eux parce qu'ils ont vraiment eu ce recul de se dire ouais, on va les financer, donc c'est cool. Mais c'est vrai qu'en général, bah, voilà, on a eu des retours négatifs. Alors les raisons, je peux pas vraiment les donner parce que je suis pas à leur place, mais je peux quand même te donner mon avis. Je pense que ouais, aujourd'hui, l'alcool est encore énormément banalisé, tabou, pas compris. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'on n'a pas reçu de financement de ce côté-là. Mais bon, heureusement, on a eu de la chance, on a persisté, on a persévéré. Et ce documentaire va quand même voir le jour. Donc c'est super. C'est je suis tellement content, tu sais pas. Et c'est tellement fou pour moi parce que bah, de pas s'être arrêté à ça et de se dire voilà, on va dépasser tout ça, on va aller au bout de son projet. Moi, je cherchais quelqu'un justement pour notre docu-série. Je sais pas si tu sais, mais nous, chez Abstem, on fait Abstory. Donc, c'est une docu-série qui va mettre en valeur bah, des personnes qui ont décidé de vivre sans alcool et chercher un sportif. Et je tombe sur Mathieu et je fais oh, mais Mathieu, mais c'est ouf, c'est génial ce qu'il fait, mais c'est un projet mais qui est tellement monstrueux. J'ai fait OK. En plus, l'Ironman, enfin, de se mettre un défi comme ça à son âge, enfin, je dis OK, c'est génial. Après, j'ai vu que tu faisais un documentaire, j'ai fait waouh, c'est culotté de dingue et c'est trop cool. Alors, j'avais ma petite peine au cœur parce que je me suis dit bon, bah là, il fait son truc à lui, c'est trop cool et bon, bah ce sera pas forcément pour nous, mais laisse tomber. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait OK. Au-delà de la jeunesse, mais t'as 23 ans, donc prendre un sujet qui est aussi compliqué encore, en plus dans notre culture française, qui est
l'alcool, ça fait partie des meubles, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans notre société. D'avoir un discours qui fait que on va aller au bout de son projet, tu vois. On sait pas, on laisse la surprise, hein. Moi, j'ai tellement envie de le voir, ce documentaire. J'ai cotisé aussi parce que je trouve ça génial. Je trouve qu'il faut qu'on soit des millions à cotiser pour ce genre de projet parce que il amène plein de choses. Il y a pas que l'alcool, il y a aussi le sport. Il y a montrer que bah, d'être entouré c'est important, d'être bien entouré c'est important, que quand on fait les choses à outrance c'est pas bon non plus, même si on croit que c'est quelque chose de bien, pas forcément. Donc il y a tellement de d'axes qui sont importants et je pense que ça peut tellement donner une image haute sur les capacités qu'on peut avoir personnellement. Je me répète, mais j'ai pas hâte de le voir. Justement, je vais parler de la sortie. Tu sais un petit peu quand est-ce que vous allez le sortir, ce documentaire? Ouais, alors il y a beaucoup de choses à répondre. Ouais, moi je fais ça, tu sais, quand je suis enflammé, après on me dit souvent, mais pose une question simple et laisse répondre. Et je fais, bah, non, voilà, mais t'as raison, oui. Non, t'inquiète. Bah déjà, bravo en fait pour ton docu. J'ai vu en plus que c'était plusieurs intervenants. Tu te focuses pas sur une personne. Donc, franchement, tu vas encore plus loin que moi. Donc, bravo pour ça. J'ai vu que tu avais lancé ton crowdfunding sur Ulule aussi. Je vais pas tarder à participer. Dès que j'ai le temps, je m'en occupe. Deux projets, entre guillemets, s'entremêlent. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, nous, Nouveau Souffle, on vient de lancer la communication de notre documentaire. Donc, principalement sur les réseaux sociaux. On essaye aussi d'envoyer un maximum de communiqués de presse pour se faire connaître, hein, parce que voilà, le plus on est vu, le mieux c'est, et ça permet d'étendre justement la sensibilisation sur les addictions. Nouveau souffle, ouais, en ce moment on a un crowdfunding aussi sur Hello Asso cette fois-ci, pour que le documentaire continue à fonctionner sur le long terme et accroître cette sensibilisation sur l'addiction, de financer par exemple l'inscription à des festivals qui vont permettre de crédibiliser le documentaire. On a besoin aussi de financer la com qu'on produit, parce que le documentaire, on l'a financé, mais pas la communication. Mais en tout cas, bravo pour tes projets et merci beaucoup de m'avoir interpellé sur les réseaux, parce que c'est vrai que ça fait plaisir de partager des histoires comme celle-ci ensemble. Bah, tu sais, je te remercie beaucoup, hein, ça vient de ça, ça me touche énormément, ce que tu me dis, mais on se renvoie la balle, hein, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que c'est hyper entremêlé à nos deux projets. Et si on peut aussi montrer que c'est possible et lancer aussi de l'envie aux autres personnes, que ce soit sur d'autres sujets, hein, j'en sais rien. Nous, on est là sur le sport, mais sur plein de sujets pour montrer que on peut s'épanouir, qu'on peut avoir une vie trop cool, qu'on peut aller au bout de ses projets sans alcool. Je vais vous dire aussi un truc qui me touche énormément, c'est que je trouve que ce titre Nouveau Souffle, il est mais génial. Comme moi, j'ai arrêté de boire quand je suis devenu abstem, pour moi, c'était un renouveau, une renaissance. Quand j'entends Nouveau Souffle, je me dis, mais je me vois là en train de naître et on me prend à l'envers, on me tape sur les fesses et hop, j'ai une première respiration et c'est Nouveau Souffle et tu renais en fait. Et souvent, moi, quand j'étais alcoolisé, j'avais des idées, je me racontais des trucs, je faisais des choses en me disant oui, ça va être trop bon à faire des trucs exceptionnels. Parler, c'est bien, mais les actes, il n'y a rien de mieux. Et toi, c'est la preuve que bah, les actes sont tellement plus forts que les mots. Et en plus, les mots sont bons parce que tu as un retour sur toi, tu as plein de sagesse et ça donne envie. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il va nous faire derrière? Est-ce que ce sera ma dernière question parce que je suis tout le temps gourmand et je trouve que c'est génial. Quand on a fait ce défi-là de l'Ironman, quand on est un compétiteur comme toi, né et qu'on en a sous le capot, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter après? Comme défi ou pas, hein, ou comme envie, quoi. Je suis très content de faire partie de cette communauté Abstem et j'espère que ce mot va devenir de plus en plus connu parce que voilà, si on peut faire rentrer quelque chose comme ça dans les mœurs, ça serait super cool. Aujourd'hui, oui, c'est vrai c'est la première question qu'on m'a posée dès que j'avais terminé cet Ironman. T'as plus de souffle, t'es là, au bout de ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire après? En vrai de vrai, enfin, je vais te le dire entre guillemets sur le cadre sportif. Je pourrais te dire en fait déjà la conclusion du documentaire et c'est pas le but. Non, je veux la surprise, moi, je veux En absolument le gros, voir. mon nouveau souffle, il a surtout débuté à la fin de l'Ironman. D'accord. Et c'est ça, enfin, du N'en dis coup, pas plus, n'en dis pas plus. voilà, j'en dis pas N'en plus. dis pas plus, c'est trop bien. C'est justement, c'est trop bien. Sans vraiment rentrer dans les détails, je vais faire le marathon d'Édimbourg, en fait, avec mon pote Ambroise. Et je peux pas t'expliquer ce choix, mais ça sera fait dans le documentaire. Mais voilà, ouais, c'est un défi à taille humaine cette fois-ci, si tu peux Ok. teaser un peu. Allez, tu m'as trop teasé, j'ai trop envie de voir. Sorti en avril alors pour Nouveau Souffle.
Début mai, ouais, plus. On a notre avant-première normalement qui se joue le 29 avril dans un cinéma de Rueil. Bah, c'est là d'où je viens, en fait, une banlieue à côté de Paris. Donc, on a voulu faire cette avant-première dans ce lieu qui me correspond. C'est là où je suis né, donc c'est ce qu'on a voulu faire. Et une diffusion normalement début mai. Là, on est en contact avec pas mal de plateformes de streaming. Ok. On espère, un peu comme les finances, que ces en fait, plateformes de diffusion vont réussir à passer le cap et à diffuser ce documentaire. Et alors, je rajoute une chose que toi, comme tu es hyper humble, tu le diras pas, mais tous ces financements sont redistribués à l'association. C'est ça, exactement. Nous, ce but avant tout de ce documentaire, c'est aider les gens, mais aussi permettre à une association d'avoir de la visibilité et d'avoir des fonds. Permettre à Entraide Addict de grandir et de pouvoir aider un maximum de gens et étendre leur prévention dans toute la France. Eh ben, écoute, je te remercie du fond du cœur. Vraiment, c'est un plaisir vraiment d'échanger avec toi. Je suis un peu frustré parce que j'aimerais encore discuter des heures et des heures, mais on va se retrouver, et ça c'est sûr, et on aura le temps de discuter, de partager sur le sujet, sur le côté sportif, sur tout. Enfin, franchement, et ça donne tellement d'espoir que, bravo. Je n'ai même pas de mots, tu vois, pour te dire. Lâche rien et on va soutenir à 100%. On est là, on est avec toi. Et puis, hâte de te retrouver très vite et même sur des événements, je pense que ça peut être très cool. L'union fait la force. La team Abstem est là et on va rien lâcher. Merci beaucoup Vincent. Merci Mathieu. Quand tu veux, tu peux venir à l'avant-première. Tu as une place Avec évidemment. grand plaisir. Tu as découvert à l'origine l'alcool à domicile chez toi. Et là, c'est fini l'alcool, c'est fini les addictions et c'est chez toi, à Rueil-Malmaison, que tu reviens aux sources. Et c'est la chanson d'Orelsan. C'est retour à la maison, quoi. Voilà. Exactement. Et je le redis encore une fois, et oui, je me répète, mais c'est le podcast sans alcool, on fait ce qu'on veut. Soutenez, partagez, c'est hyper important et vraiment, c'est un projet magnifique et qui va tellement pouvoir faire évoluer les consciences. Et là, on est aux prémices d'un changement culturel et tu es un très bel exemple. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. Un immense merci d'avoir partagé ce moment privilégié avec nous. Si cette histoire t'a touché et que tu as envie de te livrer, de partager tes succès ou tes défis dans notre podcast, nous t'invitons chaleureusement à nous contacter. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast pour ne manquer aucun nouveau épisode. Et souviens-toi, dans la communauté Abstem, on vit la vie à fond, sans alcool, mais avec un cœur rempli de joie. Abstem, une vie épanouie sans alcool.